Je me souviens du jour où maman a ramené John dîner chez nous. Elle rayonnait, son sourire s'élargissant en le présentant. « On s'est rencontrés au boulot », dit-elle, la voix pétillante. John semblait plutôt inoffensif, grand, cheveux noirs, barbe soignée, sourire assuré. « Enchanté, Tara », dit-il en tendant la main. Je l'ai serré à contre-cœur, son emprise s'attardant un peu trop. Maman méritait d'être heureuse, je le savais. Après la mort de papa, elle était seule. Je voulais qu'elle retrouve l'amour. Mais John, je ne l'aimais pas. Personne ne remplacerait papa. Et les efforts de John pour me plaire empiraient tout. Il venait de plus en plus, cherchant à nous charmer, moi et mon cousin Liam qui vivait avec nous. Au début, il nous offrait des petits cadeaux. Des billets de basket et un casque audio pour moi. Il blaguait comme pour devenir notre pote. Puis un soir, maman et John nous ont fait asseoir. « On a une super nouvelle », dit-elle en lui tenant la main. « John et moi allons nous marier. » Liam a applaudi et les yeux de maman ont brillé de joie. J'ai forcé un sourire. Si elle était heureuse, je devrais l'accepter, même si mon instinct me disait que quelque chose clochait chez lui. Un soir, tard, j'étais dans la cuisine en train de grignoter. Je venais de finir un sandwich et me suis retourné. John se tenait dans l'embrasure, m'observant. Ne l'ayant pas entendu arriver, « Wow, John, pourquoi es-tu… » Il m'a coupé. « Tu devrais faire plus attention. » Sa voix basse et glaciale. « Quelqu'un pourrait te surprendre. » J'ai ri nerveusement. Ouais, je suppose. » Il n'a pas ri en retour. Il a juste fixé le vide. Puis est parti. Je n'ai pas prêté attention à cette étrange interaction ce soir-là. Quelques jours plus tard, j'ai renversé du jus sur le tapis du salon par accident. John regardait la télé et il a pété un câble. Son visage est devenu rouge et ses yeux injectés de sang de colère. « Tu sais combien coûte ce tapis ?» Il a hurlé, se penchant sur moi. Son haleine fétide m'a presque fait vomir. « Je suis désolé », ai-je bégayé. « Désolé ne suffit pas », dit-il, les yeux plissés. « Il faut faire mieux, tu comprends ?» Il m'a secoué comme un agneau. J'ai vite hoché la tête, au bord des larmes. Puis, une nuit, je les ai entendus se disputer. La voix de maman tremblait, suppliante. « John, s'il te plaît, calme-toi », a-t-elle dit. « Ne me dis pas de me calmer », a-t-il rugi. J'ai regardé dans le salon, le cœur serré. John la dominait, les poings serrés. Maman semblait si petite et effrayée. Son menton saignait, ses bras étaient meurtris. Trop c'est trop. J'ai décidé d'enquêter sur le passé de John. J'ai trouvé une boîte dans son placard. Dedans, faux papiers, carte de crédit, liasse. Mes mains tremblaient en comprenant tout. John n'était pas celui qu'il prétendait. Il ment. Il ment à ma mère, à nous tous. Je devais le dire à maman, mais j'ai préféré attendre le retour de l'école le lendemain. Je voulais que Liam soit là aussi. Ce jour-là, à la sonnerie finale, j'ai pris mon sac et filé vers le parking. Je déverrouillais mon vélo quand une voix familière m'a interpellé. « T'as fouillé mes affaires, ma belle ?» J'ai sué en me retournant. John me fixait, un sourire mauvais aux lèvres. « Tara, Tara, Tara », dit-il, calme mais menaçant. « Faut qu'on parle. » Je veux pas te parler. » Ai-je reculé. Il s'est approché, sortant un couteau de sa veste. « T'aurais dû te mêler de tes affaires, ma petite. » Le parking était désert. J'ai crié à l'aide. Ma voix a résonné, mais personne n'a entendu. J'ai tenté de fuir, mais John m'a attrapé, tordant mon bras. Je me suis débattu, mais il m'a traîné vers sa voiture. Il m'a plaqué sur le capot et m'a poignardé à l'épaule. La chair qui se déchire, le sang qui coule. Aucun ado ne devrait vivre ça. Je savais que si j'abandonnais, il me tuerait et maquillerait ma mort en accident. L'adrénaline m'a submergé. J'ai saisi son poignet, le tordant de toutes mes forces. Le couteau est tombé et j'ai plongé pour l'attraper. « Lâche !» a-t-il crié en me tirant, mais j'étais plus rapide.
J'ai brandi le couteau vers lui, la main tremblante. Il a foncé. J'ai réagi d'instinct, plantant la lame dans sa poitrine. Il a reculé, choqué, puis s'est effondré sur le trottoir. Je suis resté là, haletante, le sang coulant de mon épaule. Mes mains tremblaient tellement que je tenais à peine le couteau. Un prof est accouru en criant à l'aide. Les sirènes hurlaient alors que tout devenait flou autour de moi. L'affaire Tara Newell, une histoire de survie, est au cœur du podcast Dirty John. Tara, la Benjamine de Deborah Newell, est devenue l'héroïne inattendue face à John Meehan, un escroc manipulateur qui a entraîné Deborah dans une relation toxique. Le 20 août 2016, John a tendu une embuscade à Tara sur un parking, voulant lui nuire après que ses manigances aient été dévoilées. Mais Tara s'est battue férocement. Malgré l'attaque au couteau, elle a réussi à le désarmer et à le poignarder mortellement en légitime défense. Son sang-froid et son courage lui ont sauvé la vie. L'affaire révèle les dangers des relations abusives, l'importance de l'autodéfense et la force de l'esprit humain. L'acte de Tara en a fait un symbole de bravoure, inspirant d'autres à suivre leur instinct et à se battre pour leur sécurité. Le Monon High Bridge Trail, c'était notre spot. On pouvait rire fort, faire des photos débiles et parler de trucs qu'on dirait jamais à l'école. Ce jour-là, l'air semblait plus lourd, mais on n'y a pas trop fait gaffe. Abby, Libby et moi, on avait traversé ce pont des tas de fois. On venait de passer, rigolant parce que j'avais failli me gameler sur une planche. Libby traînait, son téléphone levé pour une dernière photo des rails qui filaient vers l'horizon. Encore une pour Insta, a lancé Abby en levant les yeux au ciel. Tu me remercieras quand on sera célèbre, a répliqué Libby avec un sourire. Au début, on ne l'a pas remarqué. Un mec costaud était au bout du pont, veste bleue, jean, casquette basse. Il bougeait pas, juste là, à fixer. Alerte mec flippant, a murmuré Abby, juste assez fort pour qu'on l'entende. On s'en va, a dit Libby en rangeant son téléphone. On s'est dépêché de quitter le pont, essayant de pas avoir l'air flippé. Mais dès qu'on l'a dépassé, il s'est retourné. Ses bottes claquaient sur le bois, lourdes et menaçantes. Abby a jeté un coup d'œil, le visage blême. « Hé !» a-t-il crié, la voix rauque et tranchante. On s'est figé. « Descendez la colline !» a-t-il dit, sortant un flingue. Libby a saisi la main d'Abby, qui s'est agrippée à la mienne. On a dévalé le sentier étroit, ses pas écrasant les feuilles. Mon cœur battait si fort que je ne pouvais plus penser. « Que veut-il » a chuchoté Abby. Je n'ai rien dit. Ma gorge était sèche, mes jambes lourdes. Libby regardait sans cesse derrière, tremblante. Le sentier s'arrêtait près du ruisseau. L'eau était sombre et stagnante. « À genoux » a-t-il aboyé, braquant son arme sur nous. La boue froide a trempé mon jean. Il a sorti un couteau, la lame dentelée brillant. « Pitié !» a supplié Libby en pleurant. « Je ferai tout !» Il l'a tiré par les cheveux. Le couteau lui trancha la gorge d'un geste brutal. Un bruit sec et humide, comme de la chair déchirée. Le sang gicla, chaud et vif, éclaboussant mon visage. Libby, yeux exorbités, haletait en griffant son cou. Ses jambes s'agitaient, ses pieds raclant la boue. Le sang coulait, formant une flaque autour d'elle. Ses doigts tressaillirent, puis s'immobilisèrent. Ses yeux fixes reflétaient une terreur figée. Le cri d'Abby, si cru, me retourna l'estomac. Elle tenta de fuir, mais il la plaqua au sol. « Jolie petite », ricana-t-il, s'agenouillant près d'elle. Calme, il traça une ligne rouge sur sa joue. « Je ferai tout. Ne » supplia-t-elle. « Ne » coupa-t-il d'un ton moqueur. « Tu crois que supplier va te sauver ?»
Il pressa le couteau sous son menton, relevant sa tête. Sang coulait sur son cou, tandis qu'elle gémissait. « Arrête de pleurer, dit-il d'une voix froide. Elle pleure toujours. » D'un geste brutal, il plongea la lame dans son ventre. Le cri d'Abby était guttural, emplissant mes oreilles d'agonie alors que le sang imbibait son sweat. Abby tourna la tête vers moi, ses yeux s'emplirent de panique. « Cours !» haleta-t-elle. Sa voix était mouillée et faible. Du sang gargouilla de ses lèvres. Elle tenta de parler, mais sa tête tomba, son corps convulsant. Je courus. Je ne me souviens pas d'avoir réfléchi, juste d'avoir bougé. Mes jambes brûlaient en traversant les buissons, des branches griffant mon visage. Derrière, j'entendais ses bottes écraser les feuilles et les cris de mes amis s'évanouir au loin. Je trébuchais, heurtant durement le sol. Mes paumes s'enfoncèrent dans la boue, mes mains tachées de sang. Celui de Libby, j'eus un haut le cœur, mais me forçait à me relever. Les bois semblaient sans fin, les arbres m'encerclaient. Essoufflé, la poitrine en feu, j'ai couru jusqu'à la route. Des phares m'ont aveuglé, une voiture a freiné brusquement. Je me suis effondré, hurlant de façon incohérente. Une femme a bondi de la voiture, le visage blême. J'ai juste pu dire « Il les a ». 48 heures à l'hôpital plus tard, j'ai appris la terrible nouvelle. Les équipes de recherche avaient retrouvé Abby et Libby. Mes meilleurs amis n'étaient plus. Leur corps, méconnaissable, gisait près du ruisseau. Le portable de Libby avait une photo floue de l'homme. Sa voix entend la ville. Descendez la colline. L'arrestation de Richard Allen en 2022 devait nous soulager. Mais le connaître n'a rien arrangé. Ce n'était pas un monstre tapi dans les bois. Leurs cris résonnent encore dans mes cauchemars. Le couteau, le sang, leurs yeux écarquillés de terreur. Tout est gravé dans ma mémoire. Cette voix, basse et posée, me murmure encore « Descendez la colline ». Ça me hantera à jamais. En février 2017, Abigail Williams, 13 ans, et Liberty German, 14 ans, ont été retrouvés assassinés près du pont Monon High à Delphi, Indiana. L'affaire a fait sensation, surtout après la diffusion par la police d'une photo et d'un audio du suspect capturé sur le téléphone de Liberty. Malgré des enquêtes poussées, l'affaire est restée non résolue pendant des années. En octobre 2022, Richard Allen, un habitant local, a été arrêté et inculpé de leur meurtre. En novembre 2024, Allen a été reconnu coupable et condamné à 130 ans de prison. Pour le service de nuit, presque tous les employés cherchent à l'éviter. Mais d'un autre côté, le travail de nuit paie mieux que celui de jour. En devenant barista au café local, je m'attendais à voir des clients bizarres. Ivrognes, dragueurs et vieilles folles criardes sont devenus mon divertissement quotidien. Le café fonctionne généralement avec un service au volant le jour. En plus de moi, il y avait une autre fille qui s'appelait Suzy. Suzy et moi sommes vite devenues de bonnes amies. Toujours joyeuse, elle se démenait pour servir les clients. J'admirais sa patience face aux clients désagréables et effrayants. Mais cette nuit-là, Suzy étant malade, on m'a demandé de faire la nuit. Le patron m'a offert double salaire, je n'ai pas pu refuser. Après le rush de minuit, l'affluence des clients a commencé à diminuer. Faisant une pause, je suis allé fumer tranquille derrière. En revenant, j'ai vu une voiture au drive. Un grand type se penchait par la fenêtre, regardant à l'intérieur. Je suis vite entré, m'excusant poliment. Bienvenue chez Super Coffee, monsieur. Désolé pour l'attente. Dès qu'il m'a vu, il s'est rassis. Près de la fenêtre, j'ai demandé « Que voulez-vous commander, monsieur? T'étais où? » Je sortais les poubelles. Hein? Il s'est approché et m'a reniflé bizarrement. Il m'a senti comme un chien, puis a souri. « Pourquoi tu sens la clope alors? »
À ce moment-là, j'étais submergé d'émotions. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je suis... désolé, monsieur. Je prenais juste une pause. Qu'il me dénonce semblait plus grave que son attitude. Je suis resté silencieux, l'air triste. T'inquiète, je te dénoncerai pas. Il est retourné dans sa bagnole et a passé sa commande. J'ai souri, gêné, mais soulagé qu'il comprenne ma situation. Pendant que le café se faisait, le mec continuait à me parler. Et c'est là que les choses ont pris une tournure glauque. Il a sorti un hameçon de sa poche et s'est curé les dents avec. Dégoûté par cette vue, j'ai essayé de regarder ailleurs. Tu finis à quelle heure, Angela? Il a trop fixé mon badge accroché à mon uniforme. Tard dans la matinée, monsieur. Arrête de m'appeler monsieur. J'ai l'air si vieux? Franchement, oui. Mais j'ai joué le jeu pour éviter qu'il me dénonce. C'est pas ce que je voulais dire, monsieur. Tu fais quoi après le boulot? Tu prends une douche? Pardon, quoi? Allez, quoi, faut pas s'énerver. C'est juste une question. J'ai pas à répondre à ça. J'ai versé son café et l'ai mis à la fenêtre. Voilà votre café. Ça fera 2,70 €. Tu ne crois pas que tu devrais me servir ce café toi-même? Là, sa voix a changé. J'ai eu la chair de poule. Main tremblante, j'ai saisi la tasse et l'ai levée vers lui. Il a soudain attrapé ma main et fracassé la tasse de café. Du café brûlant a éclaboussé ma peau et la sienne aussi. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Nos mains brûlaient, mais son visage ne montrait aucune douleur. Ses yeux froids fixaient, laissant le café nous brûler la peau. « Lâche-moi, espèce de monstre, laisse-moi partir !» Il m'a tiré près de lui et dit d'une voix basse et effrayante « J'aime pas les filles qui se croient meilleures que moi. » C'était la fin de ma patience. Je l'ai giflé et frappé pour qu'il me lâche. Mais il m'a lentement tiré dans sa voiture depuis le drive. J'ai entendu un klaxon. J'étais à moitié dehors. Il m'a lâché. Sans attendre, l'homme a démarré et s'est enfui. Je me suis effondré en larmes, tenant ma main brûlée. Le lendemain, je suis retourné au drive et l'ai signalé au patron. J'ai demandé à voir les vidéos quand il a dit que la caméra était en panne. Donc, il n'y a aucune preuve de ce qu'il m'a fait. J'étais furieux, mais le patron m'a blâmé d'être sorti fumer au lieu de m'aider. Il se fichait de la sécurité de son employé. J'étais tellement en colère que j'ai démissionné sur le champ. Suzy était là quand je partais. Elle m'a consolé et m'a dit de prendre soin de moi. Je l'ai serrée une dernière fois, lui disant d'être prudente pendant son service de nuit. J'ai gardé contact avec elle après ça. Elle m'a dit que le patron avait réparé la caméra 2 jours après mon départ. J'ai prévenu Suzy de ce type sans penser qu'il oserait revenir. 1 semaine après, j'ai reçu un appel du copain de Suzy. Il a dit que Suzy n'était pas rentrée depuis la veille. Elle faisait sa nuit au café et devait rentrer, mais n'est jamais arrivée. C'est là qu'un sentiment horrible m'a envahi. Lui était-il arrivé quelque chose? Puis un jour, je l'ai vu aux infos. Le corps de Suzy avait été trouvé, tué par l'homme de cette nuit-là. Il l'a enlevé et tué dans le garage de sa maison. Le pire était la photo de rançon envoyée aux parents de Suzy. Il a mis en scène son corps comme si elle était vivante. Quel genre de malade mental fait ça? Cette histoire s'inspire du meurtre glaçant de Samantha Koenig, 18 ans. Elle travaillait de nuit au café Common Grounds au centre d'Anchorage. En finissant, elle a été abordée par Israel Keyes, un tueur en série. Keyes cachait son visage sous un masque de ski. Il a menacé Samantha avec une arme et l'a emmenée chez lui. Il l'a attachée dans un hangar, couvrant ses cris d'aide avec la radio. Keyes but du vin devant elle, puis l'étrangla, laissant son corps dans le hangar.
Case partit en vacances à la Nouvelle-Orléans avec sa famille. Au retour, il décida de prendre une photo de rançon pour extorquer ses parents. Bien que morte, Case s'assura de la montrer vivante sur la photo. Il cousit ses paupières, tressa ses cheveux et la maquilla. Case appuya le corps contre le mur et prit la photo. Il nomma la photo « Preuve de vie », prétendant ne pas l'avoir blessée. Case fut arrêté en 2012 par le FBI. Dans une interview glaçante, il expliqua comment il choisissait ses victimes.